Avec. Alors on y va. Alors avant de commencer, on va page 60 dans le Tania, Perek Rafé. Perek Rafé. Donc avant de commencer, on va un peu reprendre certains pas principes de base, mais quelques petites choses de base. Première chose, vous y êtes? Alors, premier point, c'est une des choses qui sont un peu pas compliquées, mais c'est-à-dire que c'est compliqué pour chaque Ben Israël, de vraiment le mettre dans sa tête, parce que c'est vraiment très compliqué. Mais au final, ce que Hachem il nous demande, alors restez sur vos chaises, au final, ce que Hachem il nous demande, c'est tout simplement d'être des tzadikim presque. En fin de compte, qu'est-ce que Hachem il nous demande? Il nous demande de faire sa volonté. En fin de compte, qu'est-ce que nous on attend de nos enfants? On attend quelque part qu'ils soient des tzadikim. C'est quoi le chat qu'ils soient des tzadikim? Qu'ils fassent ce que nous on voit qu'ils sont censés faire. Okay? Lorsqu'un enfant il est très bon à l'école, il ramène 10 sur 20, ça nous énerve. Mais c'est quoi le chat, ça nous énerve? J'ai la moyenne. Ben oui, mais le problème c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut de nos enfants, a priori, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que surtout ils utilisent le mieux d'eux-mêmes. Pas ils utilisent des choses à moitié, pas ils font des choses à moitié, parce qu'au final, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient des gens bien. Et donc pour être des gens bien, c'est pas en vivant toute ta vie que tu sais que tu peux avoir 20 sur 20 et en fin de compte, tu travailles que pour du 8 sur 10 et tu vois dès que le professeur il s'énerve un peu, là tu fais du 11, tu fais du 12 et après tu redescends à 10 dès qu'on ne te voit plus, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on veut. Donc en fin de compte, nous, on a une volonté propre à chaque enfant qu'on a. Donc chaque enfant, on voudrait vraiment qu'il soit tel que nous, on imagine qu'il faut qu'il soit. Et après, c'est ça qui va donner la valeur d'être tzaddik ou pas d'être tzaddik, d'être Benoni ou pas d'être Benoni, d'être intermédiaire, ou peut-être Dieu préserve un enfant rachat. C'est quoi un enfant rachat? On aime tous nos enfants, c'est pas ça l'école, le problème d'un enfant rachat. C'est qu'en fin de compte, on fait exactement le contraire de ce qu'on veut. Et à la fin des fois, Dieu préserve, on peut commencer à être énervé, on peut ne plus lui parler, on peut non, ça peut exister. Et après, on peut dans le principe, c'est pas qu'on va pas lui parler, on va le rejeter de la maison, c'est pas ça le truc. C'est qu'à la fin, on a une certaine sensation d'aigreur avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, moi je veux qu'il aille à droite et lui il va complètement à gauche. Donc il y a un malaise. Donc c'est quoi le sens ici? Pourtant c'est mon enfant, je l'aime, ok? Et je pourrais pas m'en séparer. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans ce monde-là qui est les parents et la relation avec l'enfant et qu'est-ce que les parents ils attendent de l'enfant, il est rachat. C'est quoi la traduction de rachat? A priori, c'est mauvais. Ça vient a priori. J'y ai jamais pensé, mais a priori, ça vient de la racine ra, mal. Ok? Encore une fois, on avait fait un chiot que tout le principe de mal et de bien dépend beaucoup de ce qu'on attend nous de la vie. Ok? Donc si maintenant moi je veux vraiment aller tout droit dans ce sens-là, eh ben c'est la folie d'aller vers la gauche. Donc en fin de compte, aller vers la gauche, dévier de son chemin, ça s'appelle être rachat. Okay? Alors maintenant, ça ne veut pas dire que le rachat il ne peut pas faire tchouva, ça ne veut pas dire que le rachat il ne peut pas revenir, ça ne veut pas dire que le rachat, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas. Ici, on n'est pas en train de parler qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il aime la personne ou il n'aime pas la personne. Ça c'est des chouillottes. Akadosh Baruch Hu, il aime absolument tous les bénis Israël, exactement comme nous, on aime absolument tous nos enfants. Mais la question, elle est, l'enfant à lui, c'est quoi son travail? Il paraît comme ça. Alors, il paraît comme ça que chez les Chinois, la culture chinoise, écoutez, la culture chinoise, elle est comme ça. C'est que l'enfant, il a une obligation de respect énorme vis-à-vis des parents. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les parents, ils donnent beaucoup à l'enfant, donc l'enfant se doit de facto de faire plaisir aux parents. Donc ici, on n'est plus dans une question d'amour ou autre chose. Maintenant, bien évidemment, ils aiment tous leurs enfants, c'est pas ça la question. C'est qu'en fin de compte, comme moi, je donne beaucoup pour toi, donc toi, tu as une obligation de me rendre. Dans ton travail à l'école ou autre chose. Ok? Donc, maintenant, ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on veut faire. Mais ici, le sens, chez nous, chez les Bnei Israël, c'est que, tout simplement, nous, l'enfant, il a aussi un devoir. Et c'est quoi le devoir de l'enfant? C'est de faire son travail, c'est de faire sa mission. Le problème, Le problème est que chez les parents et l'enfant, c'est les parents qui vont plus ou moins définir la mission. Qui vont définir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Il y a des parents qui vont faire très attention sur le kavod, il y a des parents qui vont faire très attention sur le seder à la maison, il y a des parents qui vont faire très attention sur la manière de parler, il y en a qui vont faire très attention sur l'étude, le reste, tu mets de côté, etc., etc., etc. Par rapport aux critères des parents, à ce moment-là, l'enfant, il va se positionner. Ça va être un tzaddik, ça va être un rachat, Dieu préserve, ou ça va être un benoni. Encore une fois, peut-être c'est pas un rachat, peut-être c'est quelqu'un de très bien.
C'est pour ça que aussi les parents, ils ont aussi un rôle. C'est quoi le rôle? De toujours évaluer et faire, pas une remise en question, mais pourquoi pas même peut-être une petite remise en question, évaluer de où on en est. Est-ce que maintenant, moi, le chemin que j'ai choisi pour mon enfant, est-ce que le chemin, c'est le bon chemin, ou en fin de compte, des fois, j'extrapole ce que moi j'aurais voulu faire quand j'étais petit, et je le mets sur la tête, mais en fin de compte, ça ne correspond pas du tout à l'enfant. En fin de compte, lui est plus comme mon mari, et il est plus comme moi, et au final, moi, je lui demande de faire comme moi, alors que lui, il a une nature différente, etc. etc. Donc, il y a toujours une évaluation qu'on doit faire. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Que le but final est, en vérité, notre volonté serait, c'est que l'enfant soit un tzaddik. C'est quoi le pshat, enfant soit un tzaddik par rapport à moi, et par rapport à n'importe quel parent, même quelqu'un qui n'est pas spécialement pratiquant, etc. C'est quoi le pshat que l'enfant soit un tzaddik? Qu'il fasse exactement ce que moi j'imagine le mieux pour lui. Ça c'est tzaddik. Et l'enfant, c'est quoi son travail à lui? Alors pas de faire parce qu'il a une obligation vis-à-vis de nous, c'est parce que lui, il imagine que ses parents l'aiment, il imagine que ses parents veulent le mieux que lui, et lui par rapport à ça, il va se positionner. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention, surtout les mots qu'on dit à nos enfants et tout ça, parce que pour que l'enfant ait aussi envie de se positionner par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on avance. Parce que des fois après, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer des fois des enfants qui ne s'entendent pas bien avec leurs parents, donc au lieu de faire qu'est-ce qu'on leur dit, on va faire exactement le contraire de ce qu'on leur dit, etc., etc., etc. Donc il y a toujours un jeu de la part des parents pour pouvoir pousser loin l'enfant, mais en même temps le calmer et l'écouter. Pousser loin, se calmer et l'écouter, etc., etc., etc. Okay? Mais ça ne change pas que le principe c'est toujours le même. L'enfant, il va chercher à devenir un tzaddik. C'est quoi il va chercher à devenir un tzaddik? À écouter, à remplir, à satisfaire totalement les parents. Pourquoi? Parce qu'il considère que les parents, ils demandent que le bien pour lui. Et ainsi de suite. Si Dieu préserve, il va complètement le contraire, ça va être un rachat. Et s'il va se suffire comme ça va être un bénodi, un moyen. Et bien au final, nous aussi avec Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, qu'est-ce que Hachem, c'est quoi le rôle d'un juif au final? Alors c'est très compliqué parce qu'on n'y arrive pas. Moi j'y arrive pas en tout cas, mais vous peut-être sûrement. Mais c'est quoi le rôle final d'un juif? Ben, c'est d'être un tzaddik. C'est quoi d'être un tzaddik? Alors il y a la pratique des mitzvot, mais ça va dépendre de plein de paramètres. Ok, un exemple, quelqu'un qui, je sais pas, un Kohen, il ne peut pas faire les mitzvot d'un Lévi, les Lévi, il ne peut pas faire les mitzvot d'un Kohen, un Israël, il ne peut pas faire les mitzvot. Donc on n'a pas tout le temps toutes les mitzvot qu'on peut faire, toutes les mitzvot qui sont liées à l'agriculture, on peut faire. Donc on n'a pas complètement, c'est pas ici, on n'est pas en train de parler essentiellement que de la pratique des mitzvot concrètes. Okay? Ce que nous on peut faire, nous on a l'obligation de faire, mais c'est pas que ça qu'on parle. C'est aussi de notre manière nous de réfléchir, de notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, de la manière comment on a Hachem dans la tête, etc., etc., etc. Et donc en fin de compte, ce que Dieu il attend de nous, tout simplement, c'est d'être tzadikim. C'est un peu compliqué, mais ça déjà c'est la base de la base. Sinon on peut pas, sinon on peut faire un cours. On va pas parler de travail sur soi-même. On peut faire un cours sur lequel on va parler de plein de choses. Mais au final, en fin de compte, on va jamais demander du travail sur soi. Mais nous, ce qu'on a l'obligation de faire. Bonjour. Boker Tov. Oui, c'est vrai. On a mis des petites flèches. Vous avez de la place pour l'instant. Et donc, ce que nous on a comme oui, donc on était en train de dire qu'en fin de compte, c'est ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous tout simplement. Alors c'est très compliqué, on n'y arrive pas tout le temps, mais en fin de compte, c'est ce que Hachem. Donc pas seulement, pardon, j'ai oublié. Donc on n'était pas que dans la pratique, parce qu'on est dans la pratique. Évidemment, il faut faire la pratique, mais il y a aussi tout le reste. Il y a tout le reste qui va. Par exemple, quand quelqu'un, je vous donne un exemple tout simple. Tout simple. Quelqu'un, il vient, il commence à avoir peur de certaines situations. Peut-être que aussi cette peur-là qu'on a des situations, c'est un manque de Emouna en Hachem. La peur dans certaines situations, c'est un manque de Emouna, c'est un manque de bitachon, c'est un manque de confiance en Dieu. Des fois, lorsque quelqu'un il peut dans son travail faire des choses pas très claires, pas très propres, ok? Là aussi, ça peut être un manque de Emouna, un manque de bitachon. Si maintenant on considère qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la parnassa, donc en fin de compte, j'ai que à faire un keli, un réceptacle cachère, et Akadosh Baruch Hu va donner la parnassa à l'intérieur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fin de compte, on doit tout le temps aller même dans la finesse de notre esprit et d'évaluer sans cesse, est-ce que maintenant je suis vraiment connecté avec la Torah ou pas. Donc en fin de compte, c'est ça aussi ce que Akadosh Baruch Hu attend. Ok? Deuxième principe très important, une fois on en a parlé, maintenant peut-être que ça vaut toujours le coup de le répéter, qu'en fin de compte, il y a aussi un des principes de base du Tanya. Vous savez c'est quoi? C'est presque, c'est pas exactement dans ces termes-là,
c'est Chanoch Lana Rapidarko. Il faut éduquer l'enfant. Maintenant, moi je parle que nous on est des enfants. Il faut éduquer l'enfant. Lana Rapidarko, selon sa manière à lui de voir les choses aussi. Ok? Gam ki zeyaskin, parce que même lorsqu'il va devenir plus vieux, lo yasur mimena, il va pas s'échapper, il va pas se détourner du chemin. Ok? Un exemple tout simple, que imaginons maintenant quelqu'un, il aime rigoler, il aime faire plein de choses, et lorsque maintenant il se rapproche de la Torah, on lui dit ah non, la Torah c'est austère, il faut pleurer, il faut pas dire bonjour aux gens, etc., etc. Bon, peut-être que comme il a envie de se rapprocher de la Torah, il a eu ce maître-là qui lui enseigne cela, donc peut-être qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à le faire, mais ça va être toujours comme un poids sur lui. Pourquoi? Parce que c'est pas sa nature, c'est pas l'austérité, c'est pas sa nature. Lui, il aime bien rigoler, il aime bien faire ci, il aime bien avancer, il aime bien parler avec les gens, etc., etc. Donc toi, tu vas venir, tu vas lui mettre sur lui comme un poids la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Pendant un moment, il y aura l'excitation, il va apprendre, il va se travailler, mais à un moment ou un autre, moi j'ai vécu ça j'ai quelqu'un de la famille, qu'il a fait tchouva, maintenant eux c'est des Tunisiens, rigolade, et lui il est venu, et pendant 3 ans, 4 ans qu'il a fait la tchouva, il était avec un rav qui était très 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 dur, etc. Il fallait séparer de la famille parce qu'il n'était pas pratiquant. N'importe quoi, total n'importe quoi. Et au final, dès qu'il s'est un peu plus il s'est un peu plus calmé, il s'est séparé du Rav, il a repris la Torah et le mitzvot comme il faut, normalement, pas en excluant, parce que la Torah n'exclut pas. La Torah ne fait qu'inclure. La Torah, elle veut englober les gens, elle veut se rapprocher des gens, elle ne veut pas exclure les gens. Ok? Donc il y a un moment ou un autre, où lorsque maintenant les mitzvot ou la Torah telle qu'on l'apprend sur nous, elle ne correspond pas, en tout cas on ne nous l'apprend pas telle que ça correspond à notre manière de vivre, il y a un moment ou un autre on va changer. Ok? De la même manière, quelqu'un que lui il est austère, on va le faire venir chez les Chabad ou chez les Breslev, peut-être qu'en fin de compte il ne va pas pouvoir rester chez les Chabad ou chez les Breslev, il va devoir aller quelque part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut être plus calme, il faut être plus comme ça, etc., etc. Maintenant, tous les courants sont bons. Maintenant ça, on parle de manière générale. Maintenant, il y a aussi une autre chose, en fin de compte. Ce principe-là, c'est exactement aussi le même principe avec nous. Lorsque maintenant on doit faire la Avodat Hashem, quelles sont les grandes directives qu'on doit prendre? Alors, c'est quoi les grandes directives? C'est à peu près la même chose. On doit pouvoir étudier la Torah, pas étudier la Torah. Attendez, je fais un stop, parce que je suis parti ailleurs. Je voulais vous donner un autre exemple. Vous savez que quand on va dans les cirques, vous avez des fois, vous voyez des animaux faire des choses extraordinaires, sauter dans tous les sens. Je crois que vous avez les phoques ou les otaries, ils jonglent avec les ballons, ils font plein de choses extraordinaires. On se dit, mais dites-moi, le dompteur, l'éducateur, il est super fort, il leur apprend à faire des choses extraordinaires. En fin de compte, c'est quoi la règle? C'est qu'eux, ils le font déjà. Dans leur système sauvage, dans leur vie sauvage, ils le font déjà. Ce principe-là de prendre qu'un otari il utilise, il fait ça tout le temps. Lorsque des fois ils doivent sortir des poissons pour faire nourrir leurs enfants, comment ils font? Ils marchent sur leurs pattes. Comment ils font? Ils n'ont plus que ou les attraper dans leur gueule, ou bien tout simplement les faire jongler jusqu'à qu'ils arrivent chez leurs animaux. Et ainsi de suite pour tous les animaux. En fin de compte, le dompteur, il fait quoi? La seule chose que le dompteur fait, c'est de lui apprendre à faire ce qu'il sait faire au moment où il faut qu'il fasse. C'est la seule chose qu'il a à faire. Mais en fin de compte, le dompteur ne va pas créer chez lui, ne va pas inventer chez lui un autre système complètement différent. Le lait, il est caché là-bas? Ouais. Ok. Claire? Eh bien, en fin de compte, une des règles principales du Tanya, c'est que chacun, il peut devenir un tzaddik. En vérité, le Tanya, il parle essentiellement du Benoni. Chacun, il peut devenir un tzaddik, un Benoni, dans le principe qu'on avait étudié tout au début. Mais, avec des principes de base très, 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 très simples. Alors, une fois encore, comme c'est la rentrée, donc on fait quand même des petits piqûres de rappel. Je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui est coléreux, est-ce qu'il arrive à se calmer? Amen. Bah oui. Des fois, vous avez des coléreux, on n'arrive pas à les calmer. Il faut calmer. C'est pas les autres qui peuvent le calmer, il n'y a que lui qui peut. Très bien. Est-ce que maintenant il y a des colériques qui vous disent
vous le voyez, il n'arrive plus à se calmer. En fin de compte, je lui pose une question toute simple. Quand tu es devant ton patron, tu arrives à te calmer facilement. Quand tu es devant quand tu es devant un client, que tu sais, si tu lèves la voix avec lui, maintenant il est insupportable. Si tu lèves la voix avec lui, tu le perds. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à te calmer, non? Donc en fin de compte, le principe de se calmer, il existe chez toi. Si tu étais quelqu'un qui ne sait jamais te calmer, si tu es quelqu'un qui ne sait jamais te calmer, donc c'est normal que lorsque maintenant tu arrives à la maison ou tu es avec les enfants, tu n'arrives pas à te calmer. C'est-à-dire que tu es quelqu'un vraiment qui n'arrive jamais à se calmer. Mais en fin de compte, quand tu as le client, tu te calmes? Oui ou non? Etc., etc. Donc en fin de compte, le principe de se calmer existe chez toi. Je veux juste que, dans ta tête, tu crées une nouvelle case. Il ne faut pas se calmer que au travail, on dirait qu'il y a du vécu. Il ne faut pas se calmer, on dirait qu'il y a du vécu. Il ne faut pas se calmer que lorsqu'on est devant le client. Il ne faut pas se calmer que devant le patron. Mais je prends une nouvelle case et j'ouvre. C'est quoi? Les enfants, avec madame, avec son père, avec sa mère, autre chose. Ok? De la même manière, les enfants. Donc là que les enfants, ils n'arrivent pas, quand ils sont en train de pleurer, c'est impossible, c'est imperturbable. Pourtant, quand tu lui donnes une sucette, il se calme direct. Donc en fin de compte, depuis qu'on est petit, on a appris nous déjà à nous calmer direct. Qu'est-ce qui nous manque à nous? Qu'est-ce qui nous manque à nous? On n'est pas en train de nous demander d'inventer chez nous le principe de calme. Puisque ça, on l'a déjà appris depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, on peut pleurer des heures, on nous amène un petit bonbon, on se calme, on est d'accord? Donc en fin de compte, le principe de dominer son excitation, de dominer son énervement, de dominer sa colère, de dominer ses pleurs, on l'a appris depuis qu'on est tout petit qu'on peut le calmer. Puisque nous, on y arrive quand on était petit, on nous donne un moment, on se calme. On est d'accord? Donc en fin de compte, c'est quoi le travail du juif? C'est de mettre une case. Calme-toi, non pas quand tu as un bonbon, mais calme-toi quand tu es à cette situation. Calme-toi quand tu es à la tefila. Calme-toi quand il y a quelqu'un qui t'énerve pour X raison. Calme-toi lorsque maintenant tu as envie de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, il faut le faire. C'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, qu'est-ce qui n'est pas donné? C'est ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui n'est pas donné à tout le monde? C'est le calme qui n'est pas donné à tout le monde? C'est de se calmer qui n'est pas donné à tout le monde? Ou c'est de se calmer au moment où j'ai besoin de me calmer qui n'est pas donné à tout le monde? C'est une grande différence. Très grande différence. Vous avez compris le principe? Très 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 grande différence. Et de la même manière, des fois vous avez des gens qui sont super sympathiques au magasin et tout ça, qui dès qu'ils arrivent à la maison, ils me chonnent de folie et ils ne sont pas dispo. Hein? Comment? Il fait fou le... Non mais des fois il a des raisons de pas être sympathique. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu sais quoi, tu as raison de ne pas être sympathique. Alors si tu as des raisons de ne pas être sympathique, sois pas sympathique aussi au magasin. Si tu as des raisons de ne pas être sympathique, sois aussi pas sympathique devant le banquier. Pourquoi? Alors maintenant peut-être que vraiment... Mais il y a autre chose, excusez-moi. Mais celui qui se contrôle devant son banquier, qui se contrôle devant son rabbin, qui se contrôle au boulot, qui se contrôle avec le patron, et ben il faut... Tu arrives à la salle de boxe. Il va à la salle de boxe. C'est qu'il y a, c'est qu'on n'apprend pas aux gens à canaliser, d'abord à reconnaître et à canaliser. Tu peux pas te lâcher d'un coup juste parce que tu es devant ta femme, ou devant ton gosse, ou devant un copain. Mais même, de toute manière, on peut, pourquoi pas? Si quelqu'un, il peut... Oui, mais de défouler, tout ce qu'il a vécu avant, de défouler sur quelqu'un qui n'a rien à voir, ça alors bon, mais on n'est pas au niveau du défoulement, mais... Non, mais de relâcher en tout cas, mais ça s'apprend. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et la preuve, c'est que des fois, les gens, ils sont en voyage de travail pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils arrivent à se contrôler pendant 4 jours. Donc en fin de compte, on voit bien que la notion de contrôle, la notion de calme, la notion de sympathique, la notion de toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. On ne nous demande pas, Hachem ne nous demande pas de nous créer ces notions-là à l'intérieur de nous. C'est très 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 important de dire ça. Hachem ne nous demande pas de nous créer ces notions-là. Qu'est-ce que Hachem nous demande? Il nous demande juste de faire le lien, de faire la connexion. C'est quoi la connexion? C'est entre le moment où j'ai besoin de faire, quelque part malheureusement comme les animaux, mais au final, que dans notre système de pensée primaire, peut-être qu'aussi on est comme les animaux, ok? Donc enfin, on nous demande juste de connecter la nature que je sais déjà faire, ok? Des fois, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Ça dépend des âges, mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que tu passes autant de temps
devant ton téléphone ou devant le jeu ou n'importe quoi, autant de temps devant tes livres. Oui ou non? Donc ça veut dire quoi ici? C'est quoi le problème? C'est que le principe de s'asseoir, il sait le faire. Le principe d'être calme, il sait le faire. Le principe d'être concentré, il le connaît. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas réussi à connecter, à faire la connexion entre toutes ces notions-là qui existent chez lui et avec le livre. Les notions qui existent chez lui avec les devoirs. Les notions qui existent chez lui avec le travail à la maison. Les notions qui existent chez lui déjà auparavant avec sa chambre ou n'importe quoi. Vous avez compris? Donc en fin de compte, ce que nous, on nous demande, et c'est très 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 important ce que je vous dis, pourquoi? Parce que de là, c'est une base quasiment, je sais pas moi, universelle dans plein de domaines. Une des forces que le rabbi avait, ce que vous voulez, une des forces c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il connaissait tellement bien le juif, et il savait que le juif, il avait tout le temps du bien en lui, c'est que lui, pendant tout le temps qu'il y avait les dollars et tout ça, il attrapait le point, vous savez, l'endroit, le point culminant, il attrapait la notion, il la ressortait, il la faisait passer dans Torah Mitzvot, autre chose. Et combien de gens ils sont rapprochés de Torah Mitzvot juste avec un mot du rabbi. Alors une fois, malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'histoire pour mieux vous la dire dans les détails, mais il y avait une histoire avec un journaliste israélien de gauche, grave, mais il parlait tout le temps contre la Torah, contre les mitzvot, contre les religieux, contre la religion, contre ce que vous voulez. À gauche, comme on les connaît, et ils sont capables de faire. Très bien. Et alors, une fois, il avait quand même un ami Chabad, ou un ami qui était proche du rabbi, ou qui était proche de Chassidut Chabad. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet ami-là, il est parti voir $1 du rabbi, ou il est parti en audience privée du rabbi, je ne me rappelle plus de c'est quelle année. Donc le rabbi est au courant. Qu'est-ce que le rabbi il lui dit? Il dit, vous passerez le bonjour à votre ami, donc le gars anti-religieux en Israël, je ne sais pas si vous connaissez un peu la mentalité israélienne, c'est que quand il y a les clivages religieux et anti-religieux, c'est des clivages que même pas dans les rêves, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, c'est très 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 très... Maintenant le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout le temps rapproché tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait, vous direz à votre ami que je lis régulièrement ses chroniques, des chroniques anti-religieuses, autre chose, et qu'il a un esprit très critique et très fin, et qu'il continue toujours à persévérer et à être... mais pas dans la moquerie, c'est-à-dire quand, vous savez, il y a des artistes qui font des choses qui ne servent à rien. Mais en fin de compte, ça sert toujours. Pourquoi? Parce que des fois, quand ils créent des nouvelles visions, des fois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, les gens, ils se connectent à leur vision à eux. Donc, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit, qu'il continue peut-être à être fin, à souligner les problèmes qu'il pourrait y avoir, et que peut-être avec cette critique-là, peut-être que en tout cas, c'est inventif, c'est créatif, c'est intelligent, c'est fin, etc. Et que le rabbi dit que Bezrat Hashem, qu'il puisse continuer dans ce chemin-là. En tout cas, les mots bien comme il faut, mais de kavod, lui plus tard, donc quand il l'aura raconté, plus tard il avait fait un peu de tchouva, il était un peu revenu à la Torah, il avait un peu calmé. Tout ça pourquoi? Parce que il était très 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 étonné que le rabbi lisait ces chroniques-là, et il était très étonné aussi que le rabbi ne s'est pas énervé contre lui, n'était pas réticent contre lui, et au contraire, qu'il lui a dit de continuer, etc., etc. Et donc, grâce à cela, ça l'a rapproché. Donc, en fin de compte, maintenant, si maintenant c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la religion, qu'est-ce que je change maintenant si maintenant je lui dis un mot gentil ou n'importe quoi? Si la notion de Torah, la notion de mitzvot, la notion d'Hachem, la notion d'Emunah, elle n'existe pas, le rabbi ne peut pas la créer comme ça, ex nihilo. C'est encore un autre travail. Donc, en fin de compte, une des choses sur lesquelles le rabbi a travaillé, c'est de donner des notions qui existaient déjà, mais maintenant, moi, je vais aller chercher cette notion-là qui existe chez toi, et je vais la remettre au bout du jour. Ok? Et en fin de compte, nous, notre travail à nous, c'est aussi ça. Même avec nos enfants, je ne vais pas essayer d'apprendre à mes enfants des choses qui n'existent pas leur notion chez eux. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir une oreille attentive. Pourquoi? Parce que des fois, on va dire des choses qui n'ont rien à voir avec lui, qu'il rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Donc on doit toujours avoir le retour de ce qu'il y a avec nos enfants, mais surtout, d'essayer de les éduquer de la manière où pas ça corresponde à 100%, mais en tout cas la ligne directive, elle correspond à 100%. Ok? Donc, ça. Et donc, par conséquent, on revient à nos moutons, par conséquent, si maintenant ce que Hacham nous demande, c'est de ne pas créer chez nous des nouvelles notions qui n'existaient pas auparavant. Dans la Torah, elle nous demande d'utiliser les choses qu'on a déjà en nous et de les exploiter au moment où il faut et à la manière comment il faut, au moment où il faut.
Donc en fin de compte, est-ce que faire Torah Mitzvot, c'est facile ou pas? Ça demande un travail, mais ça reste facile. Le seul problème qu'on a avec Torah Mitzvot, vous savez c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on nous demande beaucoup de travail sur notre esprit. Et une des choses les plus difficiles qui existent, c'est le travail sur nos esprits. On a une facilité à contrôler nos actes. J'ai pas envie de bouger les clés, je bouge pas les clés. Plus, on va vous rappeler, on avait Marshava, Dibour et Maaseh. La pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est l'élément qui est le plus proche de l'âme. La parole, un peu plus éloignée. L'action, encore plus éloignée. Donc, ce qui est le plus intime, c'est la pensée. Donc, plus vous vous éloignez de la pensée, plus c'est facilement gérable. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Plus vous vous rapprochez de la pensée, plus là-bas, c'est de la chirurgie en nanotechnologie ou je ne sais pas quoi, où il faut disséquer chaque problème. Ça reste du mécanique. Mais il faut travailler chaque problème, chaque chose. Donc, le seul problème qu'on a, nous, c'est qu'on nous demande de travailler sur notre pensée. De travailler sur les actions, facile. La parole, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. Ok? Parce que ça reste quelque part aussi que de l'action. Le plus difficile, c'est que lorsque maintenant quelqu'un a un problème de Emouna, de redéfinir, retravailler son cerveau et le remettre dans la bonne direction. Alors que nous, on a l'habitude d'aller au gré du vent. On voit une publicité, j'ai envie d'acheter ça, on regarde ça, j'ai envie de faire ça, etc. Parce qu'on laisse trop souvent quelqu'un gérer notre cerveau, gérer notre esprit, gérer notre manière de penser, gérer notre direction. Ok? Donc plus on se rapproche de la pensée, plus c'est difficile. Donc ce qui est difficile, c'est de gérer ses pensées. Mais concrètement, ce qu'on nous demande à nous, c'est pas de faire des choses, des notions qui n'existent pas. C'est pas de créer des notions. Ce qu'on nous demande à nous, c'est juste d'exploiter les choses que je connais déjà, que je sais faire déjà, les exploiter au monde. Clair le principe? Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai envie d'avancer dans la religion. Quand on me dit il faut que tu le fasses, ça bloque. Mais il suffit qu'un jour, je lise un article, je lise un magazine, je lis un mail qu'on m'a envoyé sur la mitzvah, par exemple, les Netilat Yadayim le matin. Je trouvais ça inconcevable de le faire le matin. Je me dis, mais comment je peux faire ça si mon fils il m'appelle avant, si j'ai quoi que ce soit. Je me suis investie à lire sur d'autres choses. Quelqu'un me l'a expliqué. Avec ses mots à lui, c'est passé tout seul. Okay. Et du coup, maintenant, j'arrive à le faire. Alors maintenant. Sans poser de questions. C'est clair l'étape, il vous manquait le sens, voilà. l'explication. Mais il y a des fois. Il n'y a pas que ça. Mais c'est ça son étape. A priori, il n'y a pas que ça. Il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, il y a déjà ça. Quand quelqu'un. on vous dit, c'est comme un enfant, oui, si on vous dit il ne faut pas toucher, il ne sait pas pourquoi. Oui, mais c'est quoi le principe du sens? Ici, le principe du sens peut être, regardez, vous pouvez voir vous-même votre technique. C'est qu'en fin de compte, quand on vous demande, vous dites non, il faut que ça vienne de vous-même. Non, mais c'est de la façon dont on me l'a demandé de le faire. Oui, quand on vous demande, quand on vous le demande de manière impérative, ben vous, ça vous énerve. Il faut que ça vienne de vous. Mais c'est pas que ça m'énerve, c'est que j'ai du mal à... En fait, j'ai pas envie de faire quelque chose sans me sentir prête vraiment de le faire. Parce que je me dis, c'est quand même un pas qui est énorme et je peux pas faire demain, allez, je le fais demain et après-demain et après je le fais plus. J'ai vraiment envie que ça vienne, voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses comme les Netilat Yadayim, par exemple, que tu dois inclure à tes enfants dès la naissance. Voilà, exactement. Comme ça, ils grandissent avec et ça. ils se posent jamais la question. Mais c'est plus facile de le faire à mon fils, bien sûr, qui prend plaisir à le faire parce que je lui ai acheté la petite base. Parce qu'il est tout petit. Voilà. Mais moi, Mais toi, maintenant, une fois que tu as compris le truc, tu es obligé de rentrer dans le... Oui, mais c'était Netilat au réveil. Ouais. Je trouve ça vachement, tu sais, vraiment au pied du lit, quoi, tu vois, il faut rien toucher, vraiment être dessus, je me disais, ouf, ça a l'air Faire tellement attention d'être... de ne pas faire tomber et d'enverser de l'eau partout. Oui, ça a l'air d'être, tu vois, tellement ouf, mais en fin de compte, oui, mais... quand on voit l'importance et le sens que ça, en fait, et c'est ça qui m'a percuté, et je me suis dit, c'est tellement... Wow, je savais pas que c'était aussi important. On a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Oui, mais c'est comme le Birkat, je savais pas l'importance du Birkat. Je connaissais pas vraiment la valeur et j'ai lu la traduction du Birkat. Waouh, je me suis dit c'est si fort que ça en fait le Birkat. Mais peut-être que aussi ce qui est important de regarder, c'est que peut-être votre manière à vous d'apprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'on vous demande de faire les choses, il faut aussi que ça vienne de vous. Oui. Parce que j'arrive pas à faire quelque chose et de lui dire je vais le faire aujourd'hui et demain et après je le ferai plus. J'estime que quand on fait quelque chose, après il faut... Alors, donc si maintenant votre système à vous d'apprentissage, il faut que vous-même, ça vienne de vous-même,
Donc vous savez que tous les 2-3 mois, vous devez vous poser la question à vous, sur quoi vous-même vous êtes intéressé d'avancer. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent facilement accepter l'avis de quelqu'un d'autre. Okay? Il y en a d'autres que leur nature à eux, ça doit venir d'eux-mêmes. Ça dépend de 100 millions de paramètres différents. Maintenant que vous avez analysé peut-être pourquoi, de quelle manière vous apprenez, il faut que ça vienne de vous. Okay? Donc maintenant vous savez que tous les 2-3 mois, eh ben, vous devez vous-même prendre le pas et réfléchir à quoi vous pouvez avancer devant vous-même. Vous avez compris le principe? Okay? C'est maintenant, oui. C'est plus simple de faire les choses quand elles viennent d'eux-mêmes plutôt que quand on nous les impose, puisqu'en fait, comme c'est nous qui décidons de les faire, on n'a pas envie d'arrêter puisqu'on a décidé de le faire. Donc en vérité, ça devient naturel, ça devient comme Nétilat, maintenant c'est devenu naturel pour elle, c'est-à-dire que le matin quand elle se lève, c'est impensable de ne pas le faire, pas parce qu'on lui a dit, mais parce qu'elle a compris le sens et c'est devenu dans son habitude. Parce qu'elle a décidé, si demain on vous impose, je sais pas, on va faire autre chose, et pas spécialement parce qu'on vous a imposé de le faire sans spécialement savoir pourquoi, alors que là, en vérité, elle s'est dit, voilà, je sais pourquoi je vais le faire, je sais la signification que ça a. Donc en vérité, c'est moi qui ai décidé, donc je le ferai plus facilement et je commencerai, et ça sera pour toute ma vie. Plutôt que de me dire, on m'a imposé de le faire et un jour je me réveille en me disant, j'en ai un peu marre, je sais pas pourquoi je le fais et voilà. Mais vous voyez bien que même chez nos enfants, il y a des enfants qui ont une facilité d'acceptation des choses. Il y en a d'autres avec qui on doit négocier. Il y en a d'autres avec qui on doit leur mettre le livre comme ça devant eux, comme par hasard ils tombent dessus et ils décident tout seuls. Oui ou non? Cela veut dire que même dans notre manière à nous réfléchir, alors évidemment, maintenant qu'on est des adultes, on ne veut pas qu'on nous dicte ce qu'on a à faire. Mais ça ne change pas que notre mode d'apprentissage, il est différent. Il y a des gens chez qui, par exemple, il y a des gens que... je vous donne un exemple tout simple. Okay? Il y a une des règles. Alors ça peut peut-être vous aider quand les enfants ils seront plus grands ou pour ceux qui ont des grands enfants. Une des règles de l'orthographe. Un exemple tout simple. Il y en a qui ont des facilités dans l'orthographe, il y en a qui ont des... Oui ou non? Vous savez de quoi ça dépend, la facilité dans l'orthographe ou pas? Vous savez de quoi ça dépend? Ça dépend ni de l'intelligence, ni rien du tout. C'est fou, mais... Et des fois, les professeurs, alors j'en ai vu des gens qui font des techniques d'apprentissage pour l'orthographe, épellent le mot, répètent, 2 millions de techniques. Et au final, ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Le principe même de l'orthographe, c'est des photos dans la tête, des images dans la tête. Le principe même de l'orthographe, quand on sait écrire un mot, c'est pas de la logique, parce que dans l'orthographe, il y a très peu de logique. Vous avez quoi? Sur quoi est la logique? C'est si maintenant c'est au pluriel, vous rajoutez un S ou pas? Mais le mot en lui-même, il n'est pas logique. Le mot que comme, on doit mettre 2 M, c'est pas logique. Le mot, je sais pas moi, livre, que ce soit écrit L-I-V-R-E, c'est pas logique, parce que comme, après il y a la logique de c'est lequel, c'est comme je parle livre, donc j'apprends à écrire livre. Mais au final, ça c'est des mots simples. Quand c'est des mots, quand je parle pas beaucoup, etc., comment je fais pour me rappeler? Une seule règle. Non. Oui, entraîner à lire, mais par exemple, là, ce qu'il dit photo, c'est que l'enfant a vu le mot maison une fois. Pour l'avoir vu, c'est qu'il a ouvert un livre. Ah oui. Oui et non. Oui, non. Peut-être qu'en classe, il l'a vu écrire au tableau. Non. Je vous explique. Parce qu'il y a des enfants que quand ils lisent, ils sont dans l'analyse. Donc quand ils sont dans l'analyse, ils sont jamais dans la photographie du mot. Oui. Alors justement, pour ceux qui ont des enfants petits qui apprennent à lire, c'est super important. En plus, le geste que tu as fait, il est très important. La mémoire visuelle, elle est à droite chez tout le monde. Quand c'est visuel. C'est à droite. Quand on est très visuel, mais la plupart des êtres humains sont plutôt visuels. Après, on peut ajouter de l'auditif où il faut répéter le mot. En tout cas, la mémoire d'apprentissage, elle est à droite chez 99% des humains. Parfois, c'est inversé. Ce qui fait qu'un enfant, quand il va chercher un mot, comment il s'écrit, va chercher en haut, parce que c'est souvent en haut, le visuel. Et c'est à droite la mémoire. Et souvent on lui dit mais le mot il n'est pas écrit au plafond, ben si évidemment, il est écrit dans son plafond de sa mémoire. Tous les photos. Mais c'est vrai. Et du coup, Tous les mots ils sont. mais c'est vrai. Et du coup, là-haut à droite. vous pouvez leur apprendre à apprendre comme ça, en haut à droite, et ben il va aller chercher. Non, attention, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants. Alors il y a des enfants qui sont très ou bien dans le visuel, mais il y en a qui sont très dans l'auditif. Du coup, il faut cumuler les deux. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? Quand ils lisent un livre, quand ils entendent ou n'importe quoi, ils vont entendre le sujet, mais ils ne vont pas se rappeler de l'orthographe.
Pas parce qu'ils sont pas intelligents, ça n'a absolument rien à voir. Si maintenant tu vas lui faire épeler le mot, ça sert à rien. Puisque la notion même de l'orthographe, c'est des images. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme elle a dit. En fin de compte, quand un enfant qui a des grands problèmes d'orthographe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire, au moment où tu regardes un mot, tu te le visualises comme ça, tu lèves la tête et les yeux en haut à droite, et tu essaies de te le fabriquer en image. Et vous verrez, une fois qu'il se l'est fabriqué en image, c'est fini. Non, mais vous verrez, c'est pas ça, voilà. Sauf s'il est inversé. En fait, pour savoir s'il est inversé, il faut lui demander de se rappeler un souvenir. Comment elle était habillée la maîtresse hier? S'il va chercher là, c'est sa mémoire, elle est là. Par contre, si on regarde comme ça, alors là, il n'est pas inversé, là, il faut changer la tête. S'il regarde en bas, je voulais. Il a une émotion très forte avec la maîtresse. L'émotion, elle est en bas. L'auditif, c'est sur les côtés. Et là, tu vas voir la maîtresse, tu lui. Ce que c'est passé avec mon plaisir. Mais voilà. Donc, s'il va chercher dans sa mémoire ici, il faut qu'il apprenne à lire ici, vraiment, mais sans tourner la tête. Il faut que ce soit ses yeux qui soient en haut à droite. Et c'est 100% efficace. Donc pour tester, c'est lui poser une question sur sa mémoire. Comment elle était habillée ta maîtresse hier, ou ta petite amoureuse, machin. Un truc de dire. Quand mes pères copains, quelle couleur il est son vélo. S'il va chercher là, c'est que sa mémoire elle est à droite. Donc il est comme à peu près dessus. Si c'est à gauche, il faut dire que ce soit. Ah non, mais c'est. Et alors, si ça marche avec vos enfants, ça marche avec vos amis, ça marche avec vous, mais ça marche avec soi-même aussi. Moi, je vais toujours chercher dans ma mémoire ici. Je sais que ma mémoire, elle est là-haut. Et donc, le problème, il est quoi? Alors, écoutez bien. Non, mais c'est. Vraiment, moi, Je valide. Merci, madame. Heureusement qu'elle est là. Ouais, c'est. Je suis là pour l'aider, pour le soutenir. D'ailleurs, elle nous manque quand elle n'est pas là. Bah oui. Elle fait les sous-titres. Elle fait les sous-titres. Alors, et donc, imaginons maintenant que vous ne connaissez pas cette technique-là. Qu'est-ce que vous faites? L'enfant il a des problèmes d'orthographe. Et vous lui faites répéter, vous lui faites écrire 10 fois, 100 fois. Il écrit 2 mots parce que vous êtes derrière lui et il écrit bien. Vous tournez la tête, il refait le mot et vous arrachez encore les cheveux de la perruque et tout ça, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Ça fait moins mal, mais ça coûte plus cher. Alors maintenant. Donc ça fait mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème ici? Tout simplement, vous n'avez pas utilisé la technique d'apprentissage qu'il faut. Si maintenant, par contre, si vous connaissez la technique d'apprentissage, donc quelle est la difficulté? La difficulté, c'est de se documenter, la difficulté, elle est d'apprendre, etc., etc. Et après aussi, elle est aussi de s'entraîner. Parce qu'il y a des enfants il y a des gens qui sont visuels, c'est-à-dire qui ne comprennent les choses qu'à travers des images. Alors ça, c'est les fous des fous. Ils n'ont que des images dans leur tête. Ok? Alors ça, mais c'est leur technique d'apprentissage. Il y en a d'autres qui ne comprennent que lorsqu'on leur raconte la chose, lorsqu'on leur parle. Lorsque tu les lises, ils sont perdus. Parce qu'il y a plein de paramètres dans chaque chose. Et donc, en fin de compte, si maintenant je travaille sur la technique d'apprentissage de la lecture, à travers répéter, réécrire, ça va servir à quoi? Tu vas faire souffrir l'enfant, toi tu vas souffrir, et au final, il n'aura rien gagné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui prendre la technique d'apprentissage qu'il faut. Et bien au final, nous aussi, on a nos techniques d'apprentissage. Si madame, elle ne peut apprendre, elle n'avance qu'à travers sa propre décision qui émane d'Afka de elle, parce qu'elle a choisi de faire la chose. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Si vraiment elle veut avancer, il faut qu'elle sache que tous les 2 mois, elle s'arrête, elle se pose une question. Sur quoi je peux avancer? À ce moment-là, ça va venir d'elle. Et elle va faire son choix. Et c'est quoi elle va faire son choix? Elle va venir, elle va commencer à réfléchir. Bon, j'ai entendu parler de cette mitzvah. Bon, celle-là, elle ne m'intéresse pas pour soi. Je la laisse pendant 3-4 mois, je la laisse pendant 3 trucs, etc., etc. Et on avance. Maintenant, essayez toujours avec notre propre nature. Et ça, c'est très très important. Pourquoi c'est très important? C'est pour ça que vous avez dit que des fois, on a besoin de savoir. Oui, mais il y en a qui ont besoin de savoir. Il y en a qui ont pas besoin de savoir. Ou il y en a qui ont... etc., etc. Ça dépend complètement de la nature de chacun. Ça complètement dépend de la nature de chacun. Il y en a qui vont vouloir, je sais pas moi, plus étudier. Il y en a qui vont vouloir plus faire. Il y en a qui vont avoir 1 milliard de choses.
Donc évidemment, quand on est des adultes, on n'aime pas qu'on nous dicte qu'est-ce qu'on a à faire. Mais encore une fois, ça dépend de la nature de chacun. En général, on n'aime pas qu'on nous dicte, donc peut-être qu'on peut rejoindre facilement la nature de Chirel. Maintenant, peut-être, mais il y en a d'autres que ça va être plus facile, il y en a d'autres, etc., etc., etc. Maintenant, le principe, il est quoi? Il faut qu'on arrive à un peu s'auto-analyser et réfléchir quel est notre mode d'apprentissage. En tout cas, ce qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu ou la Torah ne va pas nous demander de créer chez nous des choses qui n'existent pas et de faire avec des choses qui n'existent pas, de faire Torah Mizot. Ça, c'est faux et archi-faux. Ce que la Torah elle nous demande, c'est tu fais selon ta nature et tu exploites ta nature et selon ta nature, tu avances. Au final, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste la volonté. Donc, en vrai, c'est facile de faire Torah Mitzvot ou c'est difficile de faire Torah Mitzvot? Eh bien, quelque part, ça reste facile. Maintenant, ça reste facile, il faut du travail, mais on ne nous demande pas de décrocher la lune. Ok? Alors, c'est marrant parce que je viens de dire décrocher la lune, mais dans le pasouk qu'on va voir tout de suite, c'est un pasouk qui a dit justement, juste avant, il y a marqué dans le pasouk, dans le parashat Vayelech, que Moshe Rabbeinu il dit la Torah, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, qu'il faut aller la chercher et la décrocher. Et la récupérer et la ramener. Elle n'est pas dans le ciel, qu'il faut aller la chercher. C'est quoi qu'elle n'est pas dans le ciel? Tu ne dois pas maintenant, c'est important ce que je veux dire, tu ne dois pas maintenant te fabriquer un outil ex nihilo pour pouvoir plus tard monter et aller chercher encore une fois la Torah. Non, c'est pas là-bas. La Torah, elle est déjà dans toi. La Torah, ce que la Torah te demande, c'est selon ta propre nature d'avancer, d'avoir tes techniques, d'utiliser. Clair? Alors maintenant, le Tanya, une des choses que le Tanya, son travail number one du Tanya, c'est de nous apprendre toutes ces techniques-là qui vont nous juste nous remettre nos paramètres de notre esprit au bon moment. Okay? Les havdil, comme tout à l'heure je voulais dire avec les animaux, et bien en fin de compte, c'est quoi les animaux? C'est lui, il sait sauter. Le lion, le tigre, tout ça, ils savent sauter. Oui ou non? On leur demande juste de sauter, quand maintenant je lui dis de sauter là. Donc en fin de compte, quelque part, on ne veut pas nous fabriquer des êtres nouveaux, on veut utiliser ce que nous savons déjà, et on veut les utiliser au moment où il faut. Clair? Maintenant on va faire un peu dans les mots, parce que c'était quand même le cours de la rentrée, donc il fallait un peu remettre tout. Ah ben on y va. Vezeo Shekatu. Lamed Aleph, Perek Lamed Aleph, en bas de la page. Ça existe en français, totalement? En phonétique ou en français? En français. Oui. Mais c'est en français, c'est du charabia. Ouais, mais je préfère du charabia avec une langue que je C'est très difficile. Non, Là, en que fait, je lis ça aussi à marquer. non, en fait, c'est pas en français, c'est de la traduction en fait. Bon, toi tu vas comprendre, mais moi. Ouais, parce que le problème c'est comme dans chaque chose, il faut des notions de base. On n'a pas le même esprit, le même aiguisement de. Ouais, c'est facile. Allez, venez. Vous avez la page ou pas? Page 60, mais à gauche. Vous avez dit la Aleph? Oui, parce qu'en hébreu, on ne parle très souvent dans les livres que la page de gauche, c'est le recto. On ne signale que le recto. Mais non, moi j'ai 78. Comment vous avez 78? Lamed Aleph. Vous avez pas 78? Ah non, Perek. Ah, pardon. Chez Perek Chaf et page Lamed Aleph. Vous avez compris ou pas? On est dans les livres de Torah, on parle essentiellement on va souligner essentiellement le recto de chaque page. Donc regardez bien, si vous avez dans la page Lamed Aleph là, vous voyez en haut à gauche, vous tournez, il n'y a pas en hébreu. Donc ça s'appelle Lamed Aleph recto, et le 62 c'est Lamed Aleph verso. Ok? Combien ça fait Lamed en hébreu? La gematria de Lamed c'est combien? 30. Chazak. Et Aleph c'est combien? 1. Donc vous avez ici page 61, non, page 31. Maintenant si vous doublez toutes les pages, ben, vous arrivez à 62. Parce qu'en fin de compte, toutes les pages sont doublées, puisqu'en fin de compte, on ne En pas. cours de maths, à l'époque, je ça va. un mot de Ça va, ce qu'il disait prof de maths. Hein? Ben oui, et c'est pour ça que dans toutes les pages de Gemara, etc., vous allez toujours avoir dans toutes les références, ou bien Daf Bet, et vous allez avoir Amoud ou Daf Bet B, ou Daf Bet A en français. En hébreu, ça va être Daf Bet Amoud Aleph, recto, Daf Bet Amoud Bet. Ok? Alors, voilà. Ok? Donc, Vezeu Shekatu. Vezeu Shekatu ki karov elecha adavar me'od. Et c'est ça
qui est écrit, et ça le sens de Ki Karov Elecha Adavar Meod, que le passage qui nous dit une chose extraordinaire et folle quelque part. Il nous dit faire Torah mitzvot Karov Elecha. C'est proche, facile, accessible. Mais attendez, vous voyez les grands papas avec les barbes blanches qui sont toute la journée à l'étude de la Torah, etc. Ne me dites pas que c'est proche. Bah oui, mais le problème c'est qu'on ne vous demande pas d'être comme eux. On ne vous demande pas d'être dans tel yeshiva, à donner des cours toute la journée, à ne pas rentrer à la maison. C'est pas ça qu'on demande. On demande quelque chose qui est proche de toi. C'est quoi le fait de quelque chose de proche de toi? Quelque chose qui est déjà dans ta nature. Ok? C'est très 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 important ce qu'on dit. C'est enfin, vous savez, je termine avec cette petite histoire. De toute façon, après on doit passer à la deuxième partie du shiur. Une fois, on raconte une histoire comme ça, qu'une fois, c'est une parabole, hein, elle n'est pas vraie l'histoire. Une fois, il y a un monsieur qui arrive avec une mallette, il arrive avec une valise, une mallette, il arrive dans l'hôtel. Votre chambre est au 15e étage. Ah ouais, mais comment je vais faire pour monter la mallette et tout ça? Vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il va monter la mallette. Donc lui monte et tout, etc. Quand le gars il arrive, qu'il a monté la mallette, alors le gars il est essoufflé, tout, etc. Monsieur, je vous ai quand même monté aux 15 étages. Pourquoi vous êtes essoufflé? Parce que je vous ai monté les 15 étages. Ah oui, mais vous avez dû vous tromper de valise. Parce que la mienne, elle est très légère. Si vous avez monté les 15 étages, vous êtes en train de réfléchir, il va devoir monter les 15 étages. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, il vient fait. Si vous êtes essoufflé en ayant monté ma mallette, c'est que vous êtes trompé de mallette. La mienne, c'est que des diamants. Et donc, en fin de compte, la mienne, elle est légère et elle ne peut pas fatiguer. En fin de compte, quelque part, cette parabole, à combien elle est peut-être juste, pas juste, mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que si maintenant, faire la Torah mitzvot, ça nous essouffle, c'est qu'il nous manque il nous a manqué une petite connexion. Parce qu'en fin de compte, ça doit nous essouffler. Parce que ça doit être karov elecha. Ça doit être proche. On doit le travailler avec notre nature, avec notre manière, avec notre technique, tout, etc. Ok? Alors on y va. Shebechol et, deuxième ligne. Shebechol et, ubechol sha'a, deuxième ligne du paragraphe. Shebechol et, que chaque instant, ubechol sha'a, chaque moment, chaque instant, beyado shel adam, il est à la portée de la personne, ou birshuto. En Israël, je vois pas où c'est. Parce que c'est à gauche. Ah, mais vous avez dit. J'ai dit la Med Aleph. Alors attendez. En bas de la page. La quatrième avant dernière ligne. Ah, d'accord. Ou birshuto. Et dans sa disposition, les ha'avir ruach shtut ve'ashichra mekirbo. Il a la possibilité d'enlever le ruach shtut, l'esprit de folie, parce qu'en fin de compte, regardez bien, même avec nos enfants, on ne fait jamais de bêtises, seulement quand ils nous ont mis hors de nous. C'est quoi le chat hors de nous? On est plus sobre. En fin de compte, une maman et un papa, etc., ils veulent faire les bonnes choses pour leurs enfants. Mais dès que les enfants, ils arrivent de par leur technique hyper élaborée de nous faire sortir de nos gonds, à ce moment-là, on commence à faire n'importe quoi. On commence à s'énerver, on commence à parler pas comme il faut. On n'est plus linéaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on s'est laissé emporter par tout ce brouillard qui nous a, tout simplement, il nous a déstabilisés dans nos têtes. Mais en fin de compte, et on a oublié, c'est quoi un parent, on a oublié que eux c'est des enfants, on a oublié c'est quoi notre rôle, et on a oublié, on a tout oublié, tout est parti. Et bien en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le ruach shtut. C'est un vent de folie, un esprit comme ça qui vient, qui nous cache complètement tout. Et bien nous, qu'est-ce qui se passe? C'est facile même, quelque part, de se rappeler, de se recalmer et de refaire ce qu'il faut faire. Une fois à quelqu'un, je lui dis, voilà, c'est simple. Toi, tu te laisses embrouiller facilement par tout ce qui se passe autour de toi. Quand tu sens que tu es comme ça, tu vas t'asseoir sur le fauteuil, tu t'assois, tu restes comme ça immobile pendant une minute, jusqu'à que tous les repères ils se remettent. Mais ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, chacun il a sa technique. La seule chose qu'il faut les appliquer, mais c'est facile au final. Il faut juste avoir la technique. Ok? Les avir ruach shtut ve'ashicha mikirbo. Pour enlever le vent de folie, l'esprit de folie, ve'ashicha et l'oubli mikirbo de soi-même, ve'lizkor et de se rappeler, ve'le horaires, et on a même une capacité d'avoir tout le temps un amour très fort et très exprimé vis-à-vis de nos enfants.
Oui, mais je comprends pas. Des fois, ils font n'importe quoi. Mais ça dépend qu'est-ce que tu appelles n'importe quoi. Si à chaque fois, chaque petit pas, tu avances et tu te calmes et tu réfléchis, tu analyses, si chaque petit pas. Donc en fin de compte, même tout le temps, tu peux être en connexion très très forte et très puissante avec tes enfants. La seule chose, c'est est-ce que tu fais le travail qui est adéquat. Ok? Et de réveiller son amour pour Akadosh Baruch Hu, pour Hashem qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un amour caché pour Hashem, que cet amour caché pour Hashem, il existe à l'intérieur de chacun, bli shum safek, sans aucun doute. Chacun, il a un amour très fort pour Akadosh Baruch Hu. La seule chose qu'il y a, et encore une fois, c'est comme ça la vie. Alors maintenant, est-ce que c'est les époques elles changent ou pas? Peut-être que les époques elles changent, mais peut-être qu'en fin de compte, ça a toujours été comme ça. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui passe devant nos yeux, et bien tout simplement, on n'a même plus le temps de réfléchir, de se poser des questions, on n'a plus le temps de rien, absolument rien. Et donc, au final, on oublie toutes les natures premières qu'on a. Donc en fin de compte, nous, cet amour-là très fort pour Akadosh Baruch Hu, on l'a. Notre enfant, il a un amour très fort pour sa mission à lui, pour ses parents. Sauf que quand tu le mets devant les Nintendo, quand tu le mets devant n'importe quoi, et bien à la fin, il l'oublie, tout simplement. Il est rentré dans un autre monde. Allez le calmer. Quand on était petit, il y avait des films de karaté. Ben après, pendant 3 heures, vous avez toute la maison qui était transformée en champ de bataille. Pourquoi? Tu as fait la bêtise de le rentrer dans un univers. Alors, on va le sortir de cet univers-là. Mais en fin de compte, le principe, il existe. Regardez, le deuxième sujet, il est aussi très important. Je pourrais faire qu'on laisse pour la semaine prochaine. Ça vous va? Ok? Alors ça, c'est pour la première partie. Et maintenant, on va faire la deuxième partie.